Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue sur le podcast où on parle maison neuve, construction, projet de vie. J'ai créé Chérie on construit pour toi qui veux faire construire ta maison. Entre les contrats, le choix du terrain, les plans, le budget, le timing et tout ce que tu entends, tu te sens perdu? Je te comprends. Tous les 15 jours, je te partage ici mes conseils concrets et des réflexions pour te permettre de bien préparer ton projet. Je reçois aussi des professionnels qui t'apportent leur expertise et des propriétaires qui ont déjà vécu l'aventure pour qu'ils te partagent leur expérience. Mon objectif ? Que tu vives ton projet sereinement en sachant exactement où tu vas. Prêt à construire ? Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue sur le podcast où on parle maison neuve, construction, projet de vie. J'ai créé Chérie on construit pour toi qui veux faire construire ta maison. Entre les contrats, le choix du terrain, les plans, le budget, le timing et tout ce que tu entends, tu te sens perdu ? Je te comprends. Tous les 15 jours, je te partage ici mes conseils concrets et des réflexions pour te permettre de bien préparer ton projet. Je reçois aussi des professionnels qui t'apportent leur expertise et des propriétaires qui ont déjà vécu l'aventure pour qu'ils te partagent leur expérience. Mon objectif ? Que tu vives ton projet sereinement en sachant exactement où tu vas. Prêt à construire ? Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Katia, bienvenue sur le podcast Chérie on construit, comment ça va ? Ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis contente parce que, en préparant cette série sur, la construction à l'étranger, vu que je te vois passer de temps en temps sur les réseaux sociaux et que je sais que tu es partie vivre au Portugal, je me Tout à suis dit: fait. «Tiens, si, je contactais Katia pour, faire cet épisode», parce que pour la petite histoire, on se connaît d'avant, dans nos vies d'avant. C'est-à-dire C'est ça, que, pour moi, j'étais, commerciale en maison individuelle chez un constructeur et toi, tu étais déjà courtière, mais en France. Donc on s'est c'est ça. rencontrés, dans nos boulots respectifs et nos vies ont un petit peu changé depuis, surtout la tienne. Donc je trouvais ça hyper intéressant de te faire intervenir, non pas pour me raconter une histoire de construction, parce que tu n'as pas construit ta maison au Portugal, même si Non. tu y vis, mais tu accompagnes, des projets et je me suis dit que ça Mmh. pouvait être aussi un point de vue intéressant si jamais il y a des gens qui nous écoutaient et qui se disaient: «Tiens, moi j'ai envie d'aller construire au Portugal, comment je m'y prends?» Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Katia et qui est Katia? Qu'est-ce que tu fais au Portugal? Bien sûr. Alors d'abord, merci de m'avoir, invitée à faire ce petit podcast. C'est une première pour moi. Bah, bienvenue. Donc il y a une première à tout. C'est ça. Donc effectivement, alors moi, qui je suis? Donc effectivement, je suis née en France et vécu en France pendant, 34 ans. J'ai fait 8 ans de banque, puis 3 ans dans le courtage. Ensuite, ayant des origines portugaises aussi et ma sœur ayant déménagé il y a 8 ans au Portugal et voyant que le marché du courtage, on était dans le début au Portugal, je me suis dit: «Pourquoi pas tenter l'aventure, du courtage que je fais en France au Portugal?» pour effectivement, aider, les Portugais, mais aussi il y a beaucoup de clients, étrangers qui sont résidents ou pas, qui investissent au Portugal. Donc voilà pourquoi j'ai atterri au Portugal dans un métier que je connaissais déjà. Pour la petite histoire, donc je suis chez Cafimo. C'est, anciennement la CAFPI, du Portugal. Ça, ils ont ouvert en fait CAFPI a ouvert, au Portugal une antenne, il y a 8 ans et CAFPI a été racheté en France, mais ils n'ont pas gardé l'antenne portugaise. Donc ceux qui ont créé, la CAFPI au Portugal ont gardé CAFPI, mais ont changé de nom du coup qui s'appelle Cafimo. OK. Donc il y a des origines françaises à l'entité ici au Ah, Portugal. d'accord, tu fais le pont quoi, finalement. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous redire, pour ceux qui savent pas, ce que fait un courtier ou une courtière? Alors oui, tout à fait. Alors le courtier effectivement va accompagner les clients, dans tout le processus, de recherche de prêt. Donc déjà la première étape importante, c'est, notamment, le premier rendez-vous pour, voir la situation, personnelle, professionnelle et financière des clients, pour présenter effectivement le dossier de la meilleure façon, possible, faire des ajustements s'il y a des ajustements à faire pour effectivement avoir un accord de prêt et ensuite aller chercher l'établissement bancaire qui va faire les meilleures, conditions, notamment en termes de taux, mais en termes d'assurance, en termes de produits annexes. Au Portugal, il y a beaucoup, les ventes additionnelles, le cross-selling qui est interdit en France. Au Portugal, tout ça est à bien, tenir en compte dans toutes les propositions de financement qu'on reçoit. Ah OK, Voilà, d'accord, donc c'est c'est vraiment d'autant une plus aide, un appui. précieux Mmh. avec des législations, différentes auxquelles Complètement on et peut ouais, ne pas être habitué. C'est tout vrai que les à fait. courtiers, moi, je trouve que c'est un métier précieux parce qu'on gagne du temps
quand on fait appel à vous. Donc c'est hyper intéressant et surtout, dans ton cas où tu accompagnes des étrangers à construire au Portugal, c'est, encore plus précieux parce que c'est très français, mais j'imagine qu'il y a pas que les Français qui font ça, arriver en terrain conquis. Les Français, on adore arriver à l'étranger en parlant français, en se disant que tout le monde va comprendre ce qu'on est en train de dire ou alors, en se disant: «Bah, c'est évident», mais non, parce que dans un pays, Non, bah, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes modes de vie et c'est encore moins les mêmes lois, donc c'est hyper intéressant. Et toi, donc tu disais que tu avais des origines, avant de parler du courtage et comment tu accompagnes bien sûr. précisément, les gens, je voulais savoir donc ta sœur a déménagé il y a 8 ans. Est-ce que toi, tu avais Ouais. toujours un pied au Portugal, avec de la famille et cetera et depuis des années, tu y allais en vacances? Ou est-ce que, tu t'es dit: «Non, retour aux sources, mais un peu de nulle part, juste, ma sœur y est allée, j'y vais»? Comment ça se passe Mmh, ton mouais. ton expatriation, en fait? Ou ton Alors du coup, immigration? c'est c'est ça, au retour aux sources, quoi, je sais Retour pas. aux sources Effectivement, on le aussi. voit comme un saut, ouais. C'est ça. Alors effectivement, bah, depuis, toute petite, hein, j'allais tous les étés, au Portugal, le mois d'août. Donc le mois d'août, c'était vacances au Portugal, donc j'avais toujours on va dire une accroche, pour le Portugal et notamment, bah, j'ai de la famille, des cousins, des tantes. Il me reste encore un grand-père ici au Portugal, donc effectivement, bah, il y a toujours cette accroche, on va dire familiale qui est présente. On va dire c'était pensé vers le fin de mon expatriation, mais au tout début, non, effectivement, si, tu me dis, il y a 10 ans: «Est-ce que je pensais un jour aller vivre au Portugal?» Je t'aurais dit: «Non». OK. Mais ouais, c'est Comme voilà, quoi, mais comme quoi effectivement, ne jamais dire jamais. c'est Donc ouais, ça. hein, toi, tu le vois comme un retour aux sources, finalement. Ouais, ouais, plus ça, ouais, voilà. Ouais, ouais. Tu es partie seule ou avec ton conjoint? Non, avec mon conjoint et mes 3 enfants. Ah oui, OK, je savais Ouais, même pas que tu avais des ouais, enfants. D'accord, ah oui, en ouais, famille, en 3. plus? Ouais, Oh en waouh! famille. Ouais, 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 ouais. Ils ont quel âge tes Donc ça a enfants? été alors, quand? Alors 10, 8 et 7. Ah, pas des âges forcément hyper faciles, pour débarquer dans un pays étranger. Comment ils ont vécu ça? Alors du coup, ça a été un peu plus dur pour ma plus grande qui a 10 ans, Mmh. parce qu'en plus elle ne malgré le fait qu'on venait tous les étés au Portugal, elle comprenait mais ne parlait pas, forcément, donc il y a eu toute la langue à apprendre, tout ça. Effectivement, on va dire les premiers mois ont été un petit peu difficiles, mais après, vu que voilà, il y avait la famille, les cousins, les enfants de ma sœur, tonton, tout ça, elles sont bien acclimatées et très rapidement. Effectivement, souvent on se met la barrière pour nos enfants. Mmh. On se dit: «Ah oui, c'est là» ou sinon, c'est trop tard en fait en fonction de l'âge, même s'ils arrivent, après au collège, au lycée. Mais j'ai des amis expats, qui sont arrivés au Portugal effectivement avec des enfants au collège, au lycée et ça se passe très bien aussi. Donc en fait, c'est vrai que souvent, on se met une barrière pour nos enfants, mais j'ai envie de dire, ils s'acclimatent encore, plus vite et mieux que nous, je Oui, puis pense. si toi tu Ouais. allais tous les ans au mois d'août, j'imagine qu'eux aussi, enfin, je veux dire que tes Ouais, enfants c'est ont ça. eu ce rythme-là, d'aller dans un pays, dont ils sont originaires. C'est ça. Bah, ton conjoint a des origines portugaises aussi ou pas? Oui, sa maman, ouais, tout OK. à fait. Donc oui, Mmh. il y avait quand même, 2 les 2 parents très liés au Portugal. C'est super intéressant, oui, c'est vrai que les enfants, vivent, certainement ça, d'une manière particulière. Moi, je sais pas si tu connais le podcast, elle vient d'arrêter, mais ça s'appelait French Expat. Elle a interviewé des gens partout dans le monde et certains parlent de l'aventure des enfants. D'ailleurs, elle a interviewé des enfants dans son podcast, si ça vous intéresse, où Ouais, j'irai elle voir. interviewe Mmh. notamment son fils à elle, qui était très petit, quand ils sont partis vivre aux États-Unis. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est, un point de vue, un peu plus naïf et beaucoup moins réfléchi qu'un adulte où Bien on sûr, réfléchit beaucoup. Donc là, ça fait 2 ans, hein, que tu es installée, c'est ça, au au Portugal Portugal. et tout se passe bien et tout le monde est content et tout le monde parle Ouais, tout portugais à fait maintenant. et tout le monde parle portugais, oui. Après pour, mes filles qui parlaient pas du tout portugais, on va dire en 3 4 mois, ça y est, elles parlaient portugais, elles comprenaient tout donc c'est quand même assez, rapide. Leur cerveau est magique. C'est ça, ouais, plus que le nôtre, j'ai envie de Ouais, non, te mais c'est vrai, hein, ils ouais, sont ouais, ouais. incroyables, même à 10 ans, en fait, Bien et sûr, puis ouais, si elle entendait parler portugais, toi, ton cerveau a ouvert les portes. Après, c'est oser bien parler sûr, aussi, tout à fait, ouais, complètement. Donc, toi, tu es passée de courtière en France à courtière au Portugal. Est-ce que le métier est différent? Est-ce qu'il y a eu des mises à jour, de formation que tu as dû faire pour Bien pouvoir sûr. exercer au Portugal? Comment ça s'est fait d'un point de vue professionnel, ton arrivée au Portugal? Comment tu l'as préparé peut-être avant? Et comment tu as adapté ton métier que tu avais appris et pratiqué en France, notamment avec des banques françaises? Comment ça s'est passé de ce point de vue-là? Alors du coup, faut savoir que, c'est une profession réglementée par la Banque du Portugal.
donc en France, la Banque de France. Donc en fait, on a une certification, un diplôme à passer. Donc avant de déménager, c'est vrai que Cafimo m'avait donné tout le processus à faire. Donc il y a l'équivalence de diplôme à faire traduire, certifier, tout ça, apostiller. Et ensuite, effectivement, pour pouvoir s'inscrire à ce diplôme-là. Donc le diplôme, je crois, c'est une formation qui dure 1 mois. Ensuite, tu passes et une fois que tu as ton diplôme, tu es certifié, tu peux exercer, au Portugal, pour le courtage. Après, c'est vrai qu'après, en interne, j'ai eu une formation avec lequel j'avais un style de tuteur, hein, qui, pendant, 3 semaines, voilà, j'étais, de 9 heures à 18 heures avec lui. Je faisais les rendez-vous à apprendre parce que ce qu'il faut savoir au Portugal, c'est que chaque banque a un peu ses normes. Donc rien n'est, très figé et très, encadré. Donc ce qui est le plus difficile, on va dire, c'est de comprendre toutes les règles que chaque banque a pour pouvoir, emboîter le dossier qui va plus aller dans cette banque ou dans l'autre banque. En fait, c'est plus ça, on va dire, qui est, différent par rapport, à la France. Après, le métier est différent, oui. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de clientèle étrangère qui viennent de partout dans le monde, qu'ils soient francophones, anglophones. Et du coup, ce n'est pas un frein pour les banques portugaises de prêter à des gens qui ne sont pas résidents fiscalement ici au Portugal. Donc, D'accord. c'est vraiment une ouverture vers le monde et apprendre effectivement un nouveau métier où on ne se cantonne pas juste à avoir les documents du pays où on est, mais à avoir des documents de pays partout dans le monde. Ça peut être aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, enfin partout. Vraiment, on a des pays de toutes les langues, en Allemagne, des documents en allemand, pardon. Et du coup, c'est pas du tout un frein pour les banques d'avoir ce type de documents de diverses sources. Parce que c'est une politique peut-être, au Portugal? Je connais mal, la politique, socio-économique du Portugal, mais il y a un moment donné, on entendait beaucoup de gens partir en retraite au Portugal, préparer leur retraite au Portugal. Tu me dis que le Portugal est très ouvert sur le monde, ça reste un pays d'explorateurs au final, quand même, le Portugal, C'est ça. qui continue dans la même veine. Mais est-ce que c'est lié à une politique nationale d'amener des capitaux, des investisseurs dans le pays pour une dynamique économique? C'est quoi le cadre Ouais, c'est ça, un peu plus macro, du ouais, c'est ça, Portugal? c'est pour toute l'économie, du pays. Ils savent, très bien, ils ont fait tout quand tu parlais des retraités qui venaient au Portugal parce qu'ils avaient des avantages fiscaux qui aujourd'hui n'existent, plus comme ils existaient, avant. Effectivement, pour, ramener, de l'économie ici au Portugal, pour faire croître l'économie, du pays. OK, Tout à fait. donc Ouais. ça porte Mmh. aussi ton métier aujourd'hui, finalement. Tout à fait, complètement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, le Portugal aujourd'hui est attractif? On est français, on est allemand, peu importe. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir envie, tu parlais des avantages fiscaux donc qui n'existent plus pour les retraités. C'est quoi qui fait venir au Portugal les gens? Le climat peut-être? Ouais, alors effectivement, je pense qu'il y a une partie, le climat, le fait que ça reste aussi en Europe et que du coup, c'est facile de prendre l'avion et de retourner effectivement, dans ce pays, on va dire d'origine, s'il y a quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'expats qui viennent, qui peuvent travailler, à distance en fait, et qui doivent aller, quelques fois par mois, dans leur on va dire, dans leur entreprise. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du Royaume-Uni ou des États-Unis. En fait, avec leur salaire, leur niveau de vie est meilleur ici au Portugal, où c'est moins cher, par rapport aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et du coup, avec le climat, j'ai envie de dire aussi peut-être, le fait qu'il y ait pas de stress. On ressent vraiment au niveau du stress. Si tu arrives stressé, Tu te tu arrives détends vite. aussi, tu te détends vite. Il faut que tu te détendes parce que sinon, tu vois que tu vas pas, ouais, Tu c'est vas venir vraiment, vivre au Portugal, je pense. même au niveau des horaires, je sais pas, tu dis, tu rendez-vous, ils disent pas: «Ah, tu à 15 heures», ils disent: «Vers 14 heures», par exemple. Déjà le vers, ça veut tout C'est dire. Tu as fou. le droit d'avoir un petit moment de Je retard, il vais y a pas de problème, tu définitivement vois? venir vivre au Portugal, je pense. On se reparle après Donc je pense que l'enregistrement. c'est ça. Donc je pense qu'il y a tout ça qui fait, que, ouais, peut-être le niveau de vie, ouais, je pense qu'il fait bon vivre d'avoir ouais, le temps. Puis je pense vu qu'il y a déjà une certaine communauté, de personnes, je vais prendre de Français aussi au Portugal, mais dans certains coins, ils se retrouvent tous, en fait. C'était comme si tu étais en France, mais pas en France, à l'étranger. Mais ça, Donc c'est tout, en ouais. fait, ça, tu as ça partout.
Tu vois, au Ouais. Québec, par exemple, moi, je me souviens, donc ça fait longtemps maintenant, mais quand je suis partie vivre au Québec, on est resté 3 ans et demi. À Montréal, les Québécois, ils en pouvaient plus des Français. Notamment sur le Plateau, qui est un quartier de Montréal où les Français arrivaient. C'était le quartier français, mais c'est vrai que, de toute façon, peu importe ton pays d'origine, si tu vas vivre ailleurs, tu te retrouves entre Français, Ouais, entre c'est ça. Allemands, entre Mmh. Anglais, peu importe ton origine. Tu es marocain, tu vas Mmh. vivre dans un pays, tu retrouves des gens, du Tout, pays, bien de sûr. ton Ouais, de tout à ton fait. de ton o enfin, de ton pays d'origine. Mmh. Portugais, c'est la même chose, hein, mais du coup, tu peux ne pas être complètement dépaysé et retrouver des gens, qui vont avoir des modes de vie, peut-être, semblables, aux tiens et tout se crée autour de ça. J'imagine, il y a des C'est commerces ou ça. des villes où il y a beaucoup plus de Français, en l'occurrence? Ouais, complètement, hein. Là, de même, sur Lisbonne, ou de l'autre côté, du pont 25 d'Ave, il y a, toute une zone où il y a beaucoup de Français. Ouais, ouais, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on parlait de la culture et même culturellement, la France, pour parler de la France et le Portugal, ont des cultures à peu près semblables. En fait, on n'est pas complètement dépaysés non plus, par rapport à la culture. Donc ça aussi, ça peut aider et il y a aussi des avantages, fiscaux. Alors, il y avait plus pour les retraités, mais pour, tout ce qui, pour certains, types d'activités, il y a des avantages fiscaux où, les, personnes payent moins d'impôts, voire pas du tout, en fonction de leur secteur d'activité. OK. Donc ça, c'est aussi ce qui attire au Portugal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, des entreprises à l'étranger où les dividendes ne sont pas taxés de la même façon qu'en France. Donc du coup, voilà. Voilà, petit point, on va s'arrêter là. Si vous avez une entreprise et des dividendes, renseignez-vous sur le Portugal. Alors c'est OK. peut-être pas le meilleur pays, hein, parce que avec mes clients, je vois, l'imposition de certains, clients, mais le fait de la proximité, que ça soit en Europe, c'est choisi quand même par les gens, en fait. Ouais, après le Portugal, en fait, c'est pas si loin. Tout à l'heure, tu parlais d'avion, Non. mais juste, avant, les vacances, c'est, juste je crois que c'est juste avant que je t'appelle. J'ai une copine qui vient au Portugal, mais les billets d'avion sont absolument trop chers, donc je pense Ouais. que je vais pas malheureusement pas aller la voir et ma voiture ne tiendra pas le choc de faire autant de kilomètres, mais ça se fait en voiture et j'ai été, faire le magasin, il y a une dame, elle va, depuis 20 ans à Portimao, donc ça, c'est Ouais. Portimao, c'est au sud du Portugal, à côté Sud, de tout à Faro. fait, Et tout à elle y fait. va depuis 20 ans et elle dit: «Maintenant j'y vais en avion», mais elle avait 4 enfants et elle faisait, 20 heures de route. Alors ça semble énorme comme ça, mais quand tu vas en Espagne en voiture ou autre, c'est des choses qui se font. Toi, tu l'as fait d'une traite? C'est pas toi Ah qui me bah, disais ça? Quand on s'est eu au si, si, téléphone pour bah, préparer ouais, ouais, l'épisode, tout à fait, tu mets ouais, combien de bah, temps à aller à quand Lisbonne de Bretagne? Heu, Sud. combien de temps? Je sais plus, 14-16 heures, je sais plus. Ouais, c'est Je ça. me rappelle Ça se plus fait. combien j'avais, mais après oui, ça se fait. Bah, moi, pour la petite anecdote, moi, quand j'étais plus jeune avec mes parents, on venait toujours en voiture, on prenait pas l'avion, donc Bah non, parce et que puis même ça ça l'avion, donnait ce faut tu petit peux en tu pas autant de bagages. bah, c'est ça et puis même ça donnait ce petit côté, on savait qu'on partait en voiture, bah, on était bien, on savait, on avait préparé tous nos petits goûters, nos petits trucs avec ma sœur, on était Ouais, trop contentes. c'était magique, tu C'était avais le ta grand couette voyage, et ton c'est ça. oreiller pour C'était faire ah le mais trajet. complètement, ah ouais, pour dormir et tout, c'était incroyable. Franchement, c'était des bons Ouais. souvenirs. Bah, oui, mais trop bah, moi, j'allais pas au Portugal, mais j'ai fait ces voyages de nuit, enfant des années 80, tout ça, ou début 90. C'est ça, ouais, On c'est a ça. forcément fait ce genre de choses. Ouais, la distance, par rapport aux autres, le fait que ce soit européen, j'imagine que ça facilite quand même les transactions, Bien sûr. notamment, immobilières. Donc il y a plein de Mmh. choses qui peuvent, donner envie de venir vivre, au Portugal. Si on est français et qu'on a envie de construire, au Portugal, comment ça se passe? Par quoi je commence? C'est quoi les bonnes choses à faire, dans l'ordre? Alors du coup, effectivement, il faut savoir qu'en termes d'achat immobilier, on n'est pas du tout sur, les mêmes, normes qu'en France. C'est-à-dire que c'est par là où je commence mes rendez-vous. C'est que je dirais qu'en France, on est plutôt sur un marché protecteur des acheteurs. Au Portugal, pas du tout. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on signe un compromis au Portugal, la clause sur le financement n'est pas automatique. Donc c'est-à-dire que si on va, signer le compromis pour son bien et qu'après on s'occupe de son prêt, bah, on peut se retrouver dans des histoires Situation un peu pas délicate. trop ouais, c'est ça, situation délicate, en perdant 10 et ne pas pouvoir, faire son projet parce qu'en fait, on a fait un dépôt de garantie de 10, on n'a pas le prêt qu'on veut ou pas suffisamment et qu'on peut pas aller, au bout de l'achat et que du coup, et ben, on peut plus rien faire. Donc c'est vrai que je dirais l'étape 1, c'est de voir son financement, de voir la viabilité.
faut savoir que ce n'est pas payant. Même le courtier au Portugal, c'est un service qui est gratuit. La réglementation portugaise interdit la rémunération directe courtier-client. Donc effectivement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. A Donc priori, c'est les banques, c'est ça, c'est les banques qui vont rémunérer les courtiers au Portugal. Donc c'est un comme des service qui est apporteurs gratuit. d'affaires. C'est ça, tout à fait. Donc autant pas s'en passer, j'ai envie de dire. Donc l'étape 1, c'est vraiment d'avoir une viabilité, donc faire un premier rendez-vous, voir la viabilité. S'il y a des petits ajustements à faire, de savoir vers où on va. Puis après, d'envoyer sa demande de financement en banque. Donc là, on va parler effectivement pour de la construction. Il faut savoir que en termes de construction, si on veut acheter un terrain seul, on ne peut pas avoir de prêt. OK? Ok. Donc, Les faut banques portugaises n'ont pas financé effectivement de terrain tout seul. Alors, il y a juste une petite subtilité qui est que si on a déjà un bien au Portugal, on peut se donner ce bien-là comme garantie pour libérer des capitaux et pouvoir acheter le terrain. Mais D'accord. du coup, on donnera effectivement en hypothèque le bien qu'on dispose déjà. Ce qui est important de savoir, c'est que si on a acheté ce bien à crédit et qu'il y a du capital restendu, bah, effectivement, la banque va prêter jusqu'à 80% de la valeur d'expertise du bien, parce qu'au Portugal, les banques font toujours une expertise du bien. Elles donnent un prix du bien, elles se déplacent sur le bien pour voir et ils font une évaluation bancaire du bien. Ok. Et on peut aller jusqu'à 80% de la valeur de l'expertise. Donc, sachant que s'il y a un capital restant dû, bah, ça sera les 80% moins le capital qui reste à devoir. Et le delta, effectivement, pourra être emprunté pour acquérir le terrain. Donc, terrain D'accord. seul, on va dire dans les papiers, non, sauf si on dispose déjà d'un bien. Et si effectivement on veut faire l'achat d'un terrain plus la construction, tout faire d'un coup, il faut savoir que même comme ça, certaines banques ne vont pas financer le terrain, vont financer que la partie construction, et D'accord. d'autres banques vont financer entre 50 et 80% du prix du terrain. Donc, ce qui est très important de faire, c'est un premier rendez-vous de simulation avec un courtier pour savoir en fonction de leur situation ce qu'ils peuvent faire pour avoir le montage, on va dire, optimal. Mm. Après, au niveau de la construction, ça dépend. S'ils sont résidents, on pourra avoir jusqu'à 90% du prix de la construction. Si c'est pour une résidence secondaire, 80%. Dans certains cas, quand on a une bonne évaluation et que c'est pour et qu'on est résident fiscal au Portugal, on peut, et si on a autofinancé son terrain, on peut essayer d'avoir du 100% sur de la construction au niveau du Ok. financement. Donc en fait, il y a plein de choses, ça paraît un peu brouillon Non, mais comme c'est-à-dire ça, qu'il n'y a pas mais une c'est seule tellement... manière de faire. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est très important. Moi, j'ai déjà eu le cas de clients qui ne savaient pas de ça. Ils ont autofinancé leur terrain, sauf qu'après, ils avaient zéro pour construire leur maison. Donc, ils se Ouais. sont retrouvés à devoir revendre leur terrain et passer sur un nouveau projet parce qu'ils ne trouvaient pas de banque qui les finance à 100%. Oui, tu m'en Tu as vois? parlé quand on a préparé Ouais. l'épisode en disant ils ont acheté un terrain, ils se sont dit on verra après parce qu'en France ça fonctionne comme ça et c'est ce que je disais au tout début. On a tendance à partir avec nos convictions et nos certitudes. S'il y a bien un truc qu'on doit retenir si on veut aller vivre à l'étranger, faut laisser les certitudes et les convictions de côté. On n'y va pas, comme ça avec, tête, la première, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen d'avoir des De se mauvaises tromper surprises et d'avoir des comme mauvaises, ouais, tout ouais, à fait, carrément. complètement. Donc c'est vrai que ça, vraiment faire attention, au montage. Alors après, c'est vrai que, ce qui est important de savoir, c'est que les délais pour obtenir le permis de construire est plus ou moins long suivant les mairies. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir notion au niveau du timing. C'est que, bah, ça peut mettre un peu plus longtemps qu'en France. Du coup, bah, il faut avoir ce timing-là en France, au Portugal en disant: «Bah, ça va être un peu plus long». Mais ça n'empêche pas d'avoir un pré-accord bancaire déjà, avant de faire quoi que ce soit. Trouve le terrain, on fait des devis de construction, on redemande à valider l'accord bancaire. Comme ça, on sait qu'à chaque étape, c'est toujours OK. Mmh. Et ensuite, quand ils signent le contrat de construction aussi, ça, c'est un prérequis que je mettrais. C'est que, encore une fois, c'est pas automatique. Au Portugal, tout ce qui est accord de permis de construire, accord bancaire, de les inclure dans, le contrat de construction, qu'on signe. Parce que ça, c'est vraiment pas automatique et c'est pas inclus. Si on le demande pas, ça sera pas inclus dedans.
Oui, il y a pas les protections d'un contrat de construction de maison C'est ça, individuelle, le CCMI français, c'est ça. qui est régi par une loi et qui est hyper encadré en protection de l'acheteur, effectivement, du maître d'ouvrage. Vérifier ces subtilités-là. Avant de continuer sur la construction, donc tu disais qu'on peut emprunter quand même, assez facilement, finalement, quand on est français. Qu'on soit résident ou non, en fonction, de l'apport qu'on va avoir, de notre situation. Est-ce que le fait, par exemple, je suis pas résidente, mais j'ai envie de le devenir, j'ai envie de construire ma maison pour devenir résidente, ça a un impact? Ou il faut être résident avant, pour se faciliter la tâche? Comment ça marche? Si tu as la nationalité portugaise, j'ai envie de dire, ça va beaucoup aider, mais pas pour toutes Mais les banques, encore une fois. moi j'ai pas Et d'origine, c moi j'ai des c'est ça. origines Si tu bretonnes, il y a rien d'exotique. Je Voilà, j'ai pas ma nationalité bretonne, mais c'est écrit dans le nom et le prénom. Tu vois? Gwenola Le Breton, je peux pas vraiment faire, mieux. faire, mieux, ouais, c'est ça, tu as écrit. Du coup, effectivement, si tu n'es pas encore résident fiscal au Portugal, ça va pas franchement aider, sauf si, dans certains cas, par exemple, si tu as des enfants, ils sont inscrits à l'école, tu peux prouver qu'ils ont l'inscription de l'école ici au Portugal, Mmh. ça peut aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu sois résident ou pas résident, ça va rien changer à ton taux OK. d'intérêt. Là où ça peut aider, c'est vraiment par rapport au pourcentage d'emprunt. Parce qu'il faut savoir qu'au Portugal, les financements à 100 en dehors de la construction, même en dehors de la construction, on va dire, c'est pas faisable. Si tu es résident, tu peux avoir plus d'emprunts qu'un non-résident. C'est surtout sur cette subtilité-là. OK. Donc, effectivement, si tu me dis, demain, tu veux venir habiter au Portugal, tu as 30% d'apport sur ton projet, que tu sois résident ou non-résident, ça va rien changer. Ça changera sur un point, sur les impôts que tu vas payer. Parce qu'en fonction que tu achètes pour de la résidence principale ou du secondaire ou du locatif, tu n'auras pas le même taux d'imposition. Sur les Donc r là, ça peut changer. sur mes revenus, Non, sur les impositions, pardon, excuse-moi, j'ai pas été claire, c'est par rapport aux frais de notaire. OK, les frais de Par notaire rapport aux frais de varient en notaire. fonction du Ouais, type de projet que tu fais, c'est ça? c'est ça, tout à fait. OK. Ouais, complètement. Mmh. Est-ce que comme en France, par exemple, quand on construit une maison neuve en France, un des avantages de construire une maison neuve en France, c'est que tu payes les frais de notaire que sur le terrain, pas sur ce que tu vas construire. C'est quoi les différences du coup avec le Portugal sur ce point-là? Alors ça, sur ce point-là, c'est exactement la même chose. Donc effectivement, si tu veux construire, ta maison, tu vas payer les frais de notaire que sur la partie terrain et OK, pas sur la maison après, donc effectivement, ça reste un avantage au Portugal. d'accord, OK, et qu'est-ce qui Ouais. peut faire varier du coup les frais de notaire? Tu disais que ça pouvait varier en fonction de ta situation. Alors c'est quand on achète effectivement, un bien déjà construit, si on achète en résidence principale, en résidence secondaire. Là, Mmh. effectivement, on n'a pas le même taux d'imposition. OK, j'imagine que principal, c'est moins élevé que si tu C'est achètes en ça, maison tout à secondaire. fait. Ouais, complètement. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais je te repose la question, comme ça on va juste, répondre à ce point-là. C'est quoi la différence majeure entre un prêt immobilier au Portugal et un prêt immobilier en France? Est-ce que vaut mieux emprunter au Portugal pour construire au Portugal? Je sais qu'il y a des banques françaises qui des fois suivent des projets à l'étranger, mais voilà, est-ce que c'est quoi les différences s'il y en a et dans quel cas vaut mieux emprunter au Portugal ou dans quel cas vaut mieux emprunter en France? Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, Ouais. à dire, bah, peut-être qu'emprunter au Portugal pour vous ça va pas être intéressant, vaudrait mieux qu'on regarde en France. Comment ça marche? Alors du coup, faut savoir que emprunter en France pour un bien à l'étranger, c'est quasi impossible. OK. Parce qu'en fait, il y a la notion de territorialité, c'est-à-dire que la France va faire des prêts, elle va devoir prendre une garantie, donc soit un organisme de caution, soit une hypothèque. Si elle part sur l'hypothèque, le bien ne se trouve pas sur son territoire, il est au Portugal. Mmh. Donc déjà, elle se trouve avec un problème de garantie sur son prêt. Les organismes de caution, ils peuvent accepter, mais c'est pas forcément très simple d'avoir un organisme de caution qui accepte. Donc en fait, les personnes qui effectivement font leurs prêts, en France pour à l'achat au Portugal, sont des personnes qui peuvent avoir déjà un bien libre, de financement en France et du coup, ils Mmh. donnent ce bien-là en hypothèque pour pouvoir financer, leur Oui, projet au Portugal. d'accord, Mais sinon, c'est très compliqué de trouver un organisme français, qui qui va, va suivre. pouvoir, ouais, c'est ça, complètement. Donc c'est pour ça que la plupart, des personnes font leurs prêts au Portugal. OK. C'est quoi la différence entre un prêt au Portugal, du coup, et un prêt en France? Alors du coup, faut savoir que au Portugal, ce sont que des prêts hypothécaires. Les organismes de caution n'existent pas. OK. Donc on aura forcément une hypothèque sur le bien. D'où, je pense aussi, que c'est pour ça que, la banque va faire une évaluation bancaire du bien pour avoir une valeur et après, ça sera toujours, la valeur de l'évaluation qui va dire quel montant au final on aura, d'emprunt.
Mmh. Parce que la banque va emprunter, en fait, va prêter le pourcentage, par exemple, si c'est une résidence secondaire, va prêter jusqu'à 80 de la plus petite des valeurs entre le prix d'évaluation et le prix d'achat. Donc, on a quand même cette notion-là aussi d'évaluation bancaire qui est très présente, qui n'est pas, en France. Par rapport aux taux d'intérêt aussi, au Portugal, les taux d'intérêt, on va dire les taux fixes sont très élevés parce qu'on n'est pas sur une culture de taux fixe. On est plus sur une culture de taux mixte, donc c'est-à-dire qu'on va fixer le taux pendant les premières années, ça peut être 2, 3, 4 ou 5 ans et ensuite on passe en taux variable, ce qui permettra effectivement, si les taux variables sont intéressants, de rester en variable ou alors de renégocier dans la propre banque ou faire un transfert de crédit vers un autre établissement bancaire après cette période de taux fixe là. OK. Ou alors effectivement de partir sur du taux variable dès le début. Donc vu la conjoncture, les taux variables pardon, sont assez élevés aujourd'hui. On est plus sur du taux mixte choisi par les clients. Donc il y a la différence au niveau des taux, au niveau du pourcentage d'emprunt. Aussi au Portugal, on sera beaucoup moins. Sur la durée, donc au Portugal, on peut aller jusqu'à 30 ans de prêt, D'accord. voire plus si c'est en résidence principale et que, en fonction de l'âge, voilà, on pourra aller jusqu'à du 35 voire 40 ans. OK, waouh! Ouais, 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 donc sur la durée aussi, c'est différent. Il y a la différence sur la durée, parce qu'on peut emprunter beaucoup plus longtemps. Il y a une différence sur les taux qui sont C'est plutôt ça. mixtes en ce moment au vu de la conjoncture qui fait que les taux Plus sont variables, intéressants, sont plus bas, c'est ça, ouais. ouais, c'est ça, les taux variables en ce moment sont pas intéressants, donc le mixte a tout son intérêt. C'est ça. Est-ce que, comme en France, tu peux faire, tu sais, les différés là? Quand tu, as un Ah, prêt, certaines banques te proposent le différé, c'est-à-dire que pendant la durée de ta construction, tu ne payes pas ton prêt à taux plein puisqu'on sait que tu es en location. Tu, payes ce qu'on appelle, tu me corrigeras les si je me intérêts, trompe, les intérêts intercalaires c'est qui ça. sont, les 1ers versements que tu payes le temps de la construction, qui sont proportionnels au déblocage des fonds. Est-ce que ça, c'est des choses qui existent aussi au Portugal? Tout à fait. Alors pour la construction, eh ben, on aura exactement le même principe. Pendant 24 mois, on va payer que les intérêts intercalaires. Si avant les 24 mois, la construction est finie et on veut passer en amortissement de son capital, on peut demander à payer la mensualité avant les 24 mois, mais effectivement, on est sur le même principe. Tu parlais de déblocage des fonds. Ce qui est important sur la construction aussi au Portugal, c'est que les déblocages se font pas en présentant des factures comme en France, D'accord. mais c'est par rapport au devis de construction qu'on a donné initialement. En fait, souvent au Portugal, c'est des déblocages par tranche. Les travaux, tel poste sont finis, on va débloquer, je sais pas 50 000. Tel poste, on redébloque 50 000. Enfin voilà, c'est dans le contrat de construction, c'est plutôt, mis comme ça et pour avoir le déblocage des fonds, la banque va, se déplacer encore une fois sur le bien pour vérifier que les travaux ont bien été réalisés conformément au plan qu'on a déposé au niveau de la mairie et qu'ils sont bien conformes et que les travaux, par exemple, si on devait faire, je sais pas, la maçonnerie, les menuiseries, bah, vérifier que tout a bien été fait et posé conformément, à l'accord du permis de construire qu'on a eu et après ils vont nous bloquer les fonds et le client devra effectivement, payer l'artisan de son côté. Mais par exemple, je sais pas, si c'était prévu 50 000 et finalement il va payer que 30 000, bah, seront débloqués les 50 000. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Ils vont pas vraiment faire le déblocage sur facture comme en France. D'accord, OK. Ils vont Ouais, c'est débloquer, vraiment par rapport au contrat de construction, par ouais, étapes, quoi. par tranche, ouais, c'est ça. C'est intéressant de voir que le banquier se déplace parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que du coup, le banquier portugais, il investit finalement parce qu'en gros, si toi tu peux pas payer, lui il investit, en immobilier. Il se dit: «Bah, de toute façon, si lui, il peut pas me rembourser, moi je récupère, la maison et je Bien la vends». sûr, Donc, ouais. c'est ce que fait une banque en France, hein. Mais ce que je Mmh trouve mh. intéressant, c'est qu'ils étudient le projet. C'est-à-dire que si tu construis un petit plein-pied de 80 carrés versus une villa, de 300 carrés avec piscine à débordement, elles vont pas valoir le même prix à la revente, donc forcément, ils vont pas te prêter la même chose, mais du coup, Bien ils sûr, viennent vérifier que tu as pas emprunté, pour une villa de 300 carrés alors que tu es en train de construire une maison de 150. Enfin, ils veulent, c'est ça, ouais et s'ils vérifier voient ouais pour, et même si ça peut arriver, s'ils voient des incohérences entre, l'accord, du permis, les plans que tu as fournis initialement et ce que tu es en train de faire, ils peuvent ne pas te débloquer les fonds. Tu oh vois ce wow, que je veux OK. dire? Ouais. Ouais, donc là, tu te retrouves vraiment, où ils vont te dire: «Bah, voilà, tu as fait des modifications sur ton plan initial». Bah, là, tu vas aller demander à la mairie d'avoir un nouvel accord par rapport à ce que tu es en train de faire.
C'est vachement bien, C'est c'est super bien super parce que ça protège, sécurisé. ouais, Ouais, c'est ça, carrément. complètement. Parce que la mairie, est-ce que comme en France, quand tu as construit ta maison, elle fait aussi un certificat de conformité qui valide si on peut vendre la maison à la fin? Parce qu'en France, c'est ça en fait, quand on Ouais, veut revendre une maison, si on tombe sur un notaire qui fait bien son travail, il va demander la conformité du permis de construire construire. de Ouais, ta maison parce que ouais, sinon il y a des ventes qui peuvent ne pas se faire. Donc c'est un peu le même bien principe sûr. aussi? Alors effectivement, à la fin de la construction, donc le constructeur va dire qu'il a fini la construction. La mairie va se déplacer Mmh. pour vérifier que tout a bien été conformément, fait conformément au plan, qui a été fourni initialement. Donc effectivement et à l'issue de cette visite-là de la part de la mairie, ils te délivrent une licence d'utilisation qui dit qu'effectivement que ta maison est conforme et sans cette licence si tu as pas cette licence et ben, tu ne peux pas v enfin, tu peux vendre ton bien, mais les acheteurs ne pourront pas faire de prêt immobilier pour, l'acquérir. Ah OK, d'accord, donc Ouais, ouais. tu limites tes C'est acheteurs, ça, quoi. fortement. Bah, du coup et tu limites aussi, parce que des biens sans licence au Portugal il y en a beaucoup. Ils se vendent, mais avec des prix qui sont, pas du tout en corrélation avec le prix du marché, quoi. Un peu Donc c'est vrai casse. que, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est une bonne Donc affaire si on veut investir finalement dans un truc qui existait déjà, prendre un truc sans licence. alors Ou ouais, pas? c'est ça, mais alors c'est ça. Je veux dire, alors oui, on peut trouver une Oui, mais affaire, non. mais le truc, faut savoir que parce que ça m'est déjà arrivé avec une cliente qui effectivement alors le prix, d'achat était vraiment très, très bas. J'ai dit: «Attention, il y a la licence». Elle me dit: «Oui, oui, il y a tout, il y a tout, il y a tout». OK. On a l'offre de prêt, au moment de fixer le rendez-vous pour signature, il demande la licence d'utilisation. Bah, elle ne l'avait pas et du coup, elle est allée à la mairie, s'est déplacée plusieurs fois et son bien ne pourra jamais disposer de licence d'utilisation. Donc Qu'est-ce qui faut fait faire attention quand même. qu'elle a pas Bah, eu? parce que alors, si je me souviens bien, je crois que c'était des distances. Tu sais, entre di respecter les distances, de ton bien Entre par la rapport limite aux voisins. séparative d'un voisin? Ouais, c'est La ça. maison était Ouais, implantée. ouais, c'est ça, OK. tout Ça, c'est à des fait choses qui arrivent et du vraiment, hein, coup en France aussi, hein. Ouais. alors ouais, mais c'est vrai que, pour la petite histoire au Portugal, il y a beaucoup de biens sans licence. Il y en a qui ont pas de licence, mais ils ont le droit de pas en avoir parce qu'ils ont des certificats d'exemption de licence d'utilisation et il y en a d'autres qui ont pas de licence, parce que soit, les propriétaires n'avaient pas les fonds pour, payer la demande de licence parce qu'il faut déposer un projet d'architecte au niveau de la mairie, donc c'est un petit peu coûteux, donc certaines familles n'ont pas Mmh. forcément les moyens pour le faire. Donc là, D'accord. effectivement, c'est un bon coup, comme tu disais, de tomber sur un bien comme ça où, bah, après tu peux effectivement, faire la licence et la revendre plus cher et faire des petits travaux. Mais tu en as d'autres, comme ma cliente malheureusement où, bah, la licence, ils ne l'auront jamais donc il y aura toujours une décorrélation, par rapport au prix du marché et si la mairie décide, un jour que sa maison doit, disparaître, bah, elle sera dans l'obligation de la faire disparaître aussi. Alors je pense pas que ça puisse arriver, mais la mairie est dans le droit, si elle le décide, de demander la destruction de la maison. Donc c'est vrai que c'est quand même jouer avec le feu. Oui, mais en Voilà. même temps, si tu respectes pas les règles, enfin, je veux dire, pour avoir discuté Bien avec un sûr. expert qui vérifie et qui s'occupe un peu de drames parfois avec, des constructeurs en France qui font très mal leur boulot. Ouais. La démolition d'une maison, ça peut arriver dans le sens où elle a mal été implantée et cetera. Moi, j'ai eu le cas chez des clients, on n'a pas détruit leur maison, mais en fait, le jour où nous, on est venu, le constructeur pour qui je bossais est venu, implanter, on s'est rendu compte que la maison voisine dépassait de 7 centimètres sur leur terrain. Ah Mmh. ouais. C'est pour ça Ah, qu'aujourd'hui, dans les lotissements, par exemple, tu as un géomètre expert qui est imposé et qui vient implanter la maison. Ça évite ce genre de truc. Donc là, la maison, elle dépassait. Donc bah, nous, on a stoppé parce que du coup, l'écart était enfin, nous, le projet que j'avais fait pour les clients s'implantait sur cette limite-là. Donc ça ne marchait plus et puis on n'avait pas de marge de manœuvre sur le terrain. On a dû tout stopper et en fait, mes clients et leurs voisins ont fait un accord, pour que les voisins rachètent l'espèce de petit triangle, mal foutu là. Ils ont pris à leur charge les frais de notaire, mais mes voisins mes clients on dit: «Bah, de toute façon, c'est comme ça, on va pas vous faire démolir la maison, ça n'a pas de sens». Donc ils ont racheté, enfin les voisins ont racheté le petit bout qui dépassait de chez eux. Donc il y a eu toute une remise au carré de tout ça, mais ça a retardé le projet et c'est vrai que quand tu as un défaut d'implantation comme ça, moi il y avait un autre constructeur, dont mon constructeur était très proche qui, s'était planté et dépassait, de beaucoup chez un voisin. oh la Le vache. voisin était en train de demander la démolition. Il aurait eu le droit parce que la maison était construite chez lui.
Bah oui, bien sûr, ouais, Donc ouais, c'est complètement. des petits cauchemars comme ça, si on fait pas tout comme il faut, ça peut être très, très embêtant et quand tu peux pas vendre ou pas exploiter la maison. C'est marrant ce terme, de licence d'utilisation. Alors c'est vrai qu'ils appellent ça licence d'utilisation d'habitation. C'est pour dire que le bien est bien conforme, qu'il a bien eu toutes les autorisations au niveau de la mairie, et qui peut être utilisé comme habitation. OK, C'est plus dans ce sens-là, licence d'utilisation d'habitation, ouais. Dans le OK. fait qu'il est conforme au niveau de la mairie et qu'il peut être utilisé, en tant qu'habitation. OK. Est-ce qu'il y a des ingénieurs parce que en Amérique du Nord, par exemple, il y a des ingénieurs dans les mairies qui instruisent les permis pour vérifier que la maison, elle est conforme d'un point de vue, structurel. Est-ce qu'il y a ça aussi au Portugal? Alors franchement, je pourrais pas te dire. Je sais OK. qu'au niveau des mairies, il y a, des architectes, tout ça, et ils ont un service spécial. Mais, de là à te dire, au niveau de la je pense que oui, je pense que oui. OK. Parce que, En France, c'est pas le cas, hein. heu Est-ce que tu as pas quelqu'un dans les services instructeurs, ils respectent que la loi qui encadre ce qu'on a le droit de faire sur les ouais, ouais, terrains ouais, ouais. est respectée. Mais je sais qu'au Québec, au Canada, tu as des ingénieurs. C'est-à-dire que tu déposes ton permis et tu as des ingénieurs qui te font des études structure, et qui vérifient que ce que tu es en train de faire va tenir la route structurellement. Bah, je pourrais pas, mais je sais que j'ai l'exemple d'un client, maison plein pied, et du coup, il avait fait une demande pour surélever, d'un étage sa maison, et on lui a dit non parce qu'au niveau de la structure, ça allait pas tenir la route, en fait. Ah ouais, tu vois? Ah oui, si tu veux, Ouais, c'est pour ça. En fait, vu ce que tu dis, ouais. ça se fait sens, C'est mais ça, c'est vrai ouais. qu'en France, on n'est pas habitué parce que ça, c'est le travail des architectes. C'est pour ça que tout le monde a des assurances décennales aussi. En Mmh. France, je ne sais pas comment ça se passe au Portugal, tu vas nous dire, mais c'est que la viabilité technique et structurelle vient de l'architecte, vient du maître d'œuvre, vient du OK, constructeur, et n'est OK. pas revérifiée. La mairie, si ta maison, elle tient pas debout, c'est pas qu'elle s'en fout, mais ils sont pas Oui, c'est amenés pas à c'est là, vérifier. c'est pas ils sont pas les responsables, quoi. Non, Ouais, bien du tout. sûr, OK. Donc tu nous as expliqué que, acheter un terrain tout seul, c'était une grosse bêtise, ne pas faire ça. Les banques prêtent pour le terrain plus maison à hauteur en fonction de si tu es résident, pas résident, de la valeur, que va représenter, sur le marché immobilier ta maison une fois qu'elle sera terminée. C'est quoi, les pièges les plus, fréquents? Quand on a préparé l'épisode, tu m'as raconté plein de trucs qui font peur. Je t'ai dit: «Non, mais il va pas falloir que tu sois aussi pessimiste quand on parle parce que sinon c» mais quand même, on va faire un petit passage où il faut que tu nous dises c'est quoi À les éviter, plus quoi, on va dire. courants, Ouais. ou les plus, enfin les panneaux dans lesquels on peut le plus facilement tomber que si on veut construire au Portugal? Alors du coup, je reviens juste sur acheter un terrain tout seul, c'est une grosse bêtise. Alors oui et alors non. Je veux dire, tu peux acheter ton terrain tout seul avec tes fonds propres, mais il faut te garantir que tu as assez pour pouvoir faire la construction après. Que tu as assez pour acheter ton terrain, plus assez pour mettre ton apport, vu que tu auras pas de financement forcément à 100, que tu Mmh. aies au moins 20 d'apport pour ton projet de construction. OK? OK, Donc d'accord. effectivement, parce que dans tous les cas, certaines banques vont vouloir que tu, finances ton terrain. Alors du coup, les pièges à éviter, effectivement, moi, la première étape pour moi, ça serait de vérifier ton financement. Voilà, en fonction de ce que tu as besoin ou pas, de vérifier la viabilité de ton projet, de demander l'accord bancaire pour être sûr, parce qu'effectivement, c'est pas nous courtiers, on n'a pas la décision finale, c'est toujours la banque, les services risques qui vont décider tout ça. Donc c'est d'avoir effectivement, dès le début de ton projet, d'avoir un accord, sur ton financement pour voir que tu vas sur la bonne que tu es sur le bon rail. Ensuite, effectivement, c'est par rapport au constructeur parce que c'était par rapport à ça qu'on avait discuté, qu'on a préparé, et qu'on avait discuté. Effectivement, au Portugal, on a de tout, on voit de tout, on entend de tout. On va peut-être vouloir aller vers un constructeur qui propose des prix un peu plus attractifs ou des choses comme ça. J'ai envie de dire piège. Pour moi, aller vers le constructeur qui coûte le moins cher, c'est peut-être celui qui, au final, va te coûter plus cher. Pour moi, il faut bien faire attention aux constructeurs, mais vraiment plus, je pense comme dans tout pays, mais les histoires, peut-être je fais plus attention ici parce que je suis plus avec les clients et peut-être les mauvaises histoires, on va dire, on les entend plus rapidement. Mais c'est bien de voir en termes du constructeur, de la viabilité de l'entreprise aussi, de bien faire attention, ouais, d'avoir un historique de l'entreprise, même s'il y a possibilité d'avoir visité des chantiers qui ont déjà été réalisés par cette entreprise-là, pour voir comment le bien vieillit aussi. Je trouve que c'est toujours intéressant
intéressant. Et effectivement, en termes des délais qu'ils vous donnent, les timings, tout ça, aller voir un peu les Google Reviews, enfin vraiment s'informer le plus par rapport, à l'entreprise, de construction pour pas avoir de mauvaises surprises, des retards, des chantiers qui se finissent pas, des choses mal faites ou des choses comme ça. Vraiment, pour moi, le gros point, d'attention qu'il faut faire, c'est vraiment sur le constructeur. Bah, vérifier avec qui on travaille, mais ça, c'est comme tu Ouais, dis, c'est dans tout pays. Enfin, moi, je vois des c'est gens, ça, des fois qui passent dans, un zone interdite ou autre, avec un cauchemar et ben, si tu as pris le constructeur le moins cher, c'est oui, ça. il y a forcément un truc Mmh. qui cloche. Enfin, je veux dire, le bâtiment, peu importe le pays, à un moment donné, tu peux pas faire de magie. Tu peux pas, acheter une maison de 1 300 € le mètre carré et te dire, en 2026: «Bah, c'était le moins cher, je l'ai choisi». Ouais, mais 1 300 € le mètre carré, ça n'existe plus sur le marché, par exemple. En tout cas, en France, Ouais, donc ouais, bien sûr. c'est hyper intéressant et important et primordial de faire ces, vérifications. Sachant qu'en plus, quand tu construis à côté de chez toi, c'est déjà un stress et cetera, mais quand tu construis Ouais, loin de chez toi alors et que tu vas ouais. pas être sur place, tu as intérêt à bien vérifier les Ouais, références et c'est pour ça de qui ouais. tu emploies, quoi. C'est ça, complètement, parce que, au niveau de l'avancée, le suivi des chantiers du chantier, bon, tu pas là, c'est plus facile de pas aller sur ton chantier que sur celui qui est là et qui va passer tout le temps. Donc c'est pour ça, vraiment le constructeur, il faut aller vraiment chercher le bon, avoir des bonnes références. Là, il y a pas longtemps, j'ai un client, bah, il avait sur le devis, tout ça, choisi alors pas forcément le moins cher, il avait choisi une entreprise. Il a demandé une analyse, de la santé financière, je sais pas, viabilité de l'entreprise, je sais pas par Ouais. un avocat, et du coup, ils lui ont fait un petit topo et il avait des points de vigilance, très importantes, notamment, je me rappelle plus quelle est l'entreprise, de toute façon je ne dirai pas, Non, mais on fait pas de mauvaise que, le publicité ici. c'est ça, que le gérant, de la société avait été condamné, je sais pas quoi. Il y avait les numéros, parce qu'ici, il y a les numéros fiscaux de l'entreprise qui étaient pas très clairs. Enfin, il y avait plein de points comme ça. J'ai regardé au travers comme ça. Il me dit: «Bah, finalement, Katia, on choisit plus cette entreprise». J'ai: «Oui, vu les points, Bah en oui. rouge que l'avocat a soulevés». Mais encore une fois, il avait pas s'il avait pas demandé cette expertise-là, par l'avocat, il aurait pas su tous ces points. Tu sais, ça avait l'air d'être une entreprise fiable. Donc c'est vrai que des fois, vaut mieux gaspiller peut-être un petit peu d'argent, mais être sûr de ce qu'on fait, que d'aller et de foncer et pas savoir, Moi, j'aurais pas dit gaspiller ouais. parce que je sais Alors pas oui, non, combien, c'est le mauvais terme. Alors je vais pas ouais, dire là, je gaspiller, pense les que mots sont non, mais très importants. j'ai bien Vaut mieux compris ce que tu ouais, voulais dire. En fait, vaut mieux investir dans une investir, voilà. vérification, Mmh, là-dedans parce qu'en fait, si mmh. ton client avait pas fait ça, il se serait lancé. Peut-être les Google reviews sont bonnes, peut-être que le type, il est sympa, que ses chantiers sont beaux, qu'il a été Ouais, voir, ouais. 2-3 chantiers, avec des gens contents et cetera et que, bah, s'il avait pas payé, je sais rien moi, 500, 1 500 Mmh, € mmh, mmh, cette mmh. enquête, il se serait retrouvé à débourser ou à pas avoir une maison finie, qui a pas sa licence d'utilisation et donc Bien sûr. là, ça aurait été de l'argent, pour le coup gaspillé. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que Hem, c'est pas gaspiller, c'est d'investir. Vaut mieux investir un mmh, petit peu plus des choses qui étaient pas, budgétisées, mais pas se retrouver après, dans une situation difficile parce qu'on aurait dû, vérifier complètement. avant, quoi. C'est Mais en ça, fait, ça, complètement. c'est très vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de gens qui, bah, qui construisent leur maison et qui disent: «Bah, ouais, mais ça coûte de l'argent de faire des plans», par exemple, pour Mmh, mon mmh, parler de mmh, mon mmh. sujet favori. Ouais, mais dans n'importe quel projet, si tu lances une entreprise, bah, tu vas dépenser de l'argent pour lancer ton Mmh. entreprise. Dans tout ce que tu entreprends, tu vas investir de l'argent, du temps et des fois ça fonctionne et tant mieux et des fois ça fonctionne pas. Mais si tu n'investis pas ni de temps ni d'argent dans ton projet et de construction en Mmh mh. l'occurrence, Bien à un sûr. moment donné, il avancera pas forcément et si tu penses, entre guillemets «qu'à l'économie» en disant: «Bah, non, mais je vais pas payer 1 500 € parce qu'après le projet il est gros», ben, tu es pas dans le bon état d'esprit peut-être non plus, surtout si tu veux investir, à l'étranger où tu À prends l'étranger, ouais, complètement, plus de beaucoup risques. plus de Donc risques, ouais. Ouais. ouais, Et encore une fois, c'est intéressant pareil, comme exemple. ouais, c'est pareil au Portugal, parce qu'il faut savoir que le notaire ne vérifie pas les documents. Donc Mmh. c'est-à-dire que tu peux signer ton compromis, mais en ayant des documents, pas tous «conformes» entre guillemets. OK. Donc c'est vrai qu'au Portugal, beaucoup se font accompagner d'avocats spécialisés dans l'immobilier et ce que je recommande à 10 000 parce qu'effectivement, encore une fois, tu investis
de l'argent. Alors effectivement, ça va peut-être te coûter 1 500, 2 000 €, mais au moins, il va te faire une étude, il va vérifier toute la documentation. S'il y a quelque chose qui va pas, il va te le faire savoir. Au final, tu vas gagner du temps et ça va être des choses que tu vas pouvoir insérer dans ton compromis en disant: «Bah, voilà, il faut obtenir ce document conforme, sinon, bah, le contrat tombe à l'eau». En fait, c'est des protections aussi, toi, derrière, que tu peux avoir et d'autant plus, comme tu disais, quand on fait un projet à l'étranger, on ne connaît pas forcément toutes les normes, les réglementations, donc c'est d'autant plus important d'investir sur ces types de métiers qui sont, pour moi primordiaux pour que le projet se déroule, sans stress et de la meilleure manière. Bah, tu achètes une Mmh. sérénité aussi. C'est ça, C'est-à-dire complètement. que tu admets que tu t'y connais pas, tu admets que tu construis en terre inconnue et tu dis: «OK, moi je connais pas, je vais payer quelqu'un qui sait mieux que moi, qui va pouvoir faire les vérifications et bah, je le paye, mais pendant ce temps-là, je peux travailler pour payer ce projet C'est et ça. je peux dormir sur mes 2 oreilles, sachant que j'ai une équipe, un courtier, un avocat, qui fait le taf en fait et qui veille au bon déroulé et du projet. Tu disais tout à l'heure que le permis de construire portugais, c'était plus long qu'en France. Donc en France, pour rappel, c'est, 2, mois d'instruction, 3 à 4 si on est en zone, Ouais. avec les architectes des bâtiments de France. C'est quoi les délais pour obtenir un permis de construire au Portugal? C'est très aléatoire, hein, ça dépend vraiment des mairies, mais effectivement, j'ai déjà eu du 4 mois, mais j'ai déjà eu du, 6, 8, 1 an. J'ai déjà Mmh. entendu. Alors après, je suis OK. pas allée vérifier parce que je vais pas demander à toutes les mairies, mais c'est pour te dire, ouais, la longueur, quand même de l'administratif, Mais ils sont moins qui peut être stressés, très long. du coup, Et ça c'est joue pour ça, ils sont peut-être? moins stressés. Eh ben oui! Mais c'est exactement ça, ils sont moins stressés. Puis si, il faut les stresser, mais pas trop, parce que si tu les stresses de trop, bah, tu auras pas l'effet que tu veux, Oui, donc faut ouais. jauger le stress que tu leur donnes. Non mais, pour, être une bonne Française, un peu stressée et impatiente, moi je me souviendrai toujours, j'étais au Québec, avec des Québécois. On allait à un rendez-vous et on était dans un dépanneur, on devait acheter un sandwich pour manger, sur la route et là, il y avait la vendeuse, enfin la caissière qui était en train de discuter. Mais on était 5 à faire la queue, tu vois, pour acheter notre sandwich et la nana, elle discutait en fait, la personne avait fini de payer et ça n'embrayait pas. Et j'étais: «Mais elle se fout de ma gueule ou quoi?» Et du coup, mes 2 collègues québécois qui étaient à côté de moi, ils m'ont rien dit et puis, dans la voiture, je reparle du truc, ils disent: «Non, mais c'est très français». C'est-à-dire qu'en fait, il y avait même si on arrivait 10 minutes en retard au rendez-vous, c'était pas grave et qu'en fait, j'étais bien trop stressée et que c'était mon problème de française et que ça les avait fait beaucoup rire et s'étaient un peu foutus de moi. Mais c'est vrai que, qu'on a ce côté impatient en France quand C'est même, ça, ouais, beaucoup. mais complètement. Ouais, 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 complètement et ce genre d'anecdote que tu racontes, bah, tu peux l'avoir au Portugal aussi, et tu là: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps». «Eh dis donc, le gars va m'engueuler là! Tu français toi, non?» «Ah oui». «Comment tu sais?» OK, Tout faut à être fait. patient Ouais. aussi C'est et ça, faut être patient, s'adapter ouais, c'est au ça. rythme, Du process au rythme administratif, du on va dire process de ici. l'endroit où on Ouais. construit, c'est déjà un premier pas pour s'acclimater. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait pas de garantie décennale, c'est garantie 5 ans maximum. Est-ce que tous les Ouais. artisans, et du terrassier au peintre, ont cette garantie 5 ans? Comment on vérifie, si les gens l'ont? Est-ce que c'est obligatoire pour eux, pour pratiquer, d'avoir ces assurances ou c'est facultatif? Comment ça se passe? Alors écoute, là, je pourrais pas te dire, précisément, mais je sais qu'en France, ils demandent la garantie décennale, si je me trompe pas, dans les dossiers de prêt. Mmh. Au Portugal, j'en ai jamais donné. OK, Voilà. donc c'est un truc que Donc la banque donc j regarde pas? ouais, la banque doit pas le regarder parce que j'en ai jamais fourni. Ouais, c'est vrai Mmh. qu'en France, si par exemple tu construis avec Ouais, un maître d'œuvre et donc que tu bien fournis les sûr, devis de chaque artisan, tu dois bien fournir sûr, la tu dois fournir les décennale décennales de chaque artisan. plus Ouais, l'assurance dommage ouvrage ouais, qui ouais, ouais, j'imagine n'existe pas complètement. Au Québec, au Portugal. Au Portugal. Ouais, bah, là, pour le coup, c'est vrai que, je pourrais pas te dire, mais je pense qu'elle ne doit pas être obligatoire. OK. Bon, bah, à Ouais, vérifier, mais bien c'est vérifier ça. les normes, locales. Le Portugal, c'est un pays de construction aussi. Enfin, je veux dire, on a ici en France des artisans qui viennent du Portugal. Il y a un savoir-faire aussi. Est-ce que c'est facile de trouver une entreprise, fiable qui va faire du bon boulot ou est-ce que, c'est comme un peu partout, on peut vraiment tomber sur des entreprises qui font pas du tout le taf? Est-ce qu'il y a des, constructeurs au même titre que les constructeurs français qui prennent tout en charge? C'est peut-être plus des contractants généraux? Comment ça marche tout ça au Portugal?
Alors du coup, c'est vrai que, pour le moment, ce que je vois sur mes clients, c'est ils font des contrats de construction qui englobent tous les travaux. OK. Le retour que j'ai de mes clients, c'est que, il y en a pour lequel c'est difficile, vu qu'ils sont pas sur place ici, d'avoir même des ne serait-ce que des devis. Alors il y en a d'autres, voilà, j'ai pas de retour, ils ont des devis, il y en a d'autres, c'est plus difficile. Je pense qu'effectivement, c'est quand même peut-être plus facile de tomber sur un constructeur de moins bonne qualité au Portugal qu'en France OK. et que, effectivement les bons, artisans, les bonnes sociétés, bah, sont overbookés, donc ils ont des délais d'attente plus importants aussi. Peut-être quand on parlait de faire attention à bien choisir son constructeur, tout ça, peut-être que, vaut mieux attendre un petit peu, et avoir et être sûr sur, le constructeur qu'on choisit que, d'aller avec un constructeur où on n'a pas trop de références, on ne sait pas trop qui ils sont, on n'a pas trop vérifié, mais ils nous disent que dans 6 mois, c'est fait. Voilà. Gros warning. Voilà, c'est ça. Donc Mais si, ouais. Mais j'ai c envie de dire, c'est un peu comme partout. Tu vois? c'est C'est vrai. C'est ce que j'allais dire. ouais. C'est-à-dire que si là, tu es en train de construire ta maison et tu as trouvé un maçon qui est prêt dans 15 jours, avec un prix défiant toute concurrence, c'est pas bon signe. C'est que C'est-à-dire personne n'en veut, c'est donc que c'est que personne n'en veut, c'est qu'il a pas de taf, donc même si le marché est peut-être pas aussi chargé qu'il a été à un moment mmh, donné, c'est quand même pas bon signe. Les bons sont toujours pris. occupé, ouais. Et il y a toujours un juste milieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas cher et disponible tout de suite, il y a un truc qui cloche. Ouais, Franchement, bien sûr. c'est il y a forcément, beaucoup plus de trucs à vérifier. Ça peut être un trou, un chantier qui a été décalé et il a une dispo là, Oui, bien sûr, ouais. mais quand même, on fait Ouais, vachement moi j'irais gaffe. chercher, ouais, moi j'irais chercher et faire une analyse plus précise pour savoir exactement, D'où qui vient il est. où Le est le piège? Où est le loup? Mais c'est un super des important parce que, en fait, quand on construit, tu vois, ce matin, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'appelait: «Voilà, je viens d'arriver dans une nouvelle maison, j'ai envie de faire une extension». C'est des clients avec qui j'ai vendu une maison il y a quelques années qui lui ont recommandé de travailler avec moi OK. parce on a fait un plan pour eux qui était génial à l'époque. Je travaillais pour le constructeur et bref, des gens adorables en plus. Monsieur, madame, B, si vous passez, sur ce podcast, je vous salue et elle me dit: «Bah, j'ai hâte, j'en ai marre, cette maison elle est sombre, j'ai envie de tout péter, je veux Ah faire ouais. une extension mais je sais pas où je peux aller, mais il faut que ça avance parce que, voilà». Je lui dis: «Mais vous êtes dedans depuis combien de temps?» Elle me dit: «Bah, depuis début juin». Je dis: «Mais ça fait pas longtemps ça, on» et en fait, et je lui dis: «Mais ça, c'est un gros piège, c'est que quand on a hâte et qu'on a l'impression qu'on est pressé», donc de par exemple, pour elle, elle Ouais. a l'impression de vivre dans le noir un peu parce que c'est une vieille maison des années 80. Mmh mh. Peut-être que j'ai pas vu la maison encore, mais elle a des baies qui font 1,40 m de large, tu vois? Ouais, c'est pas c'est ouais, ça laisse pas rentrer la lumière, tout Et ça, avant, elle ouais. avait une maison neuve, donc elle avait sûrement des grandes baies. Il faut faire attention à cette hâte, à cet, engouement du début où on veut tout péter et Mmh. tout repeindre parce qu'en fait, si vous allez vite maintenant, c'est, des sous de dépenser dans un truc que vous allez changer 6 mois, 1 an plus tard parce que vous aurez Bien dit: sûr. «Si j'avais su, j'aurais attendu, j'aurais peut-être pas dû faire ça», parce que vous avez pas appréhendé la maison dans laquelle vous êtes. C'est Alors ça. là, je parle d'une extension parce que c'est le sujet, mais sur une maison neuve, c'est un peu pareil. On a hâte, on a envie d'être dedans, on veut partir vivre dans notre maison au Portugal ou même en France, parce qu'on construit. Pire piège, vouloir aller trop vite, c'est vraiment, si vous avez Ouais, de envie et bâcler qu'il est les en train plans, de d'appuyer, machin, ouais, c'est c'est ça. ça. Si vous avez un Ouais. professionnel qui appuie sur votre, hâte et sur votre urgence, qui n'en est pas une, parce que les vraies urgences en construction, elles sont quand même très, très rares. Donc quand moi les gens me disent: «C'est urgent Gwenola». Urgent comment? Bah, il faut qu'on dépose le permis parce qu'on a hâte. C'est pas une urgence ça. C'est On a hâte. Ah oui, si, on a hâte, non. ouais, non, mais quand tu creuses, quand tu as eu le mot Ouais, ouais, urgent bien et que sûr. tu Oui, c'est creuses, ça, ouais, ouais. je sais tu dois le C'est faire de temps pas en temps ouais. avec tes clients, Ouais, ouais. l'urgence, elle est pas aussi urgente et je dis qu'on se calme, joli jumper, tout ça, parce qu'en fait, vaut mieux prendre son temps et bien réfléchir, bien choisir les gens avec qui on travaille, mais aussi séduisant que peut être un délai court, souvent, enfin, c'est très rarement, une bonne surprise, Une quand fois même à la ouais, fin. complètement, ouais. Après, c'est vrai qu'on peut trouver des délais courts dans tout ce qui est maison modulaire, pas les maisons, on va dire, classiques. Tu as les nouvelles, maisons, que ça soit en bois ou, préfabriquées ou des choses comme ça. Ça, au Portugal, ça se développe aussi, de plus Beaucoup? en plus. OK. Il y a C'est des ça, mais usines, il y ce a des qui fabricants de maisons modulaires ouais, au ouais, ouais, Portugal? complètement. Excellent. Ouais, il y en a. Et là où il faut faire attention et d'autant plus sur le financement, c'est que toutes les banques ne financent pas encore ce type de bien.
Ah, Donc, c'est intéressant. ouais, donc il y a certaines banques qui ont leur constructeur. Donc, effectivement, ça peut être une bonne base. Mm. Et il y a d'autres banques qui ne font pas du tout de construction. Si c'est pas une construction traditionnelle, ils n'y vont pas. Il y a d'autres banques qui laissent libre choix Ok. aux clients de choisir qui ils veulent. Donc, voilà, je sais que c'est la première chose, on me dit construction, maison modulaire ou pas. Parce que Ah, ça va c'est être un point intéressant. important pour le financement. Ouais. Bah, en France, Mm, mm. c'est pas hyper poussé, la maison modulaire. Moi, quand je travaillais pour un constructeur au Québec, pour le coup, c'était des maisons modulaires. Elles étaient fabriquées en usine et quand je dis modulaire, c'est pas juste des pans de murs fabriqués en usine, c'était vraiment des Ouais, c'est modules. vers tous les C'était blocs. des Ouais. boîtes en chaussures, Mm, mm. boîtes à Mm, chaussures, des blocs pleins de mobil-home qu'on empilait mm, mm, ou mm. qu'on posait côte à côte pour concevoir les maisons. C'était Mm, absolument mm. fascinant de voir d'ailleurs comment c'était fait, dans l'usine. J'ai visité Bien plusieurs sûr, ouais. usines de maisons modulaires comme ça. Donc le modulaire, c'est intéressant. En France, c'est pas hyper développé, mais faire bouger le bâtiment, en règle générale, c'est difficile. En France, la construction traditionnelle est quand même, assez, importante. Ouais. Mais c'est intéressant de savoir qu'au Portugal, ils sont ouverts et que Ouais, ça se développe. Tu vas gagner quelques mois avec la c'est préfabrication ça. et la fabrication en usine. Tu divises pas vraiment par 2 alors ça dépend le degré de finition des modules. Par exemple, là où je bossais au Mhm. Québec, les sols et les cuisines étaient déjà posés. Entre 70 et 90 en fonction de comment a été faite la maison. Tout ça, c'était déjà posé, il y avait plus Ok. qu'à brancher les raccords et J'ai cetera, donc des... elles étaient Oui, zippées, on disait ça, des- en 1 mois à 3 mois, d'accord? Mais en amont, tu avais quand même le délai d'attente, le délai de fabrication et le délai de livraison. Donc tu réduis quand même, ça demande un gros travail de préparation auquel on n'est pas habitué quand on construit en traditionnel et ça, faut vraiment l'anticiper et donc le temps que tu gagnes, tu prends aussi du temps avant pour passer ta commande. Bien Je sais sûr. pas si c'est très clair ce que je dis. Ouais, ouais, si, 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 si. Mais c'est intéressant donc maison modulaire, c'est possible et potentiellement, effectivement, tu gagnes un peu de temps. C'est ça, complètement. Au Portugal, est-ce que les normes thermiques ont évolué, sont adaptées aux températures, de là-bas? Comment ça se passe? Alors, normalement, oui, parce qu'il y a quand même des certificats énergétiques qui sont faits dans les OK, biens. Après, est-ce qu'il y a des normes aussi poussées qu'en France? Sincèrement, je pourrais pas te dire. OK. En France, on aime bien les normes, de toute façon. Non, mais c'est intéressant parce que ça fait partie des choses et est-ce que, on est obligé de passer par un architecte? Parce que tu parlais de constructeurs ou des contractants général, donc qui font la maison, on va dire de A à Z. Ils ont leurs propres architectes? Il faut prendre Ouais, un ils ont leur propre. architecte Alors, ça indépendant? dépend, soit tu prends ton architecte indépendant ou alors ils ont leur propre architecte en interne, ouais. OK. Est-ce que construire au Portugal coûte moins cher que construire en France? Ça dépend. Si tu es dans une maison modulaire, c'est moins cher. Alors, je vais pas Oui, dire beaucoup forcément. parce que voilà, c'est moins cher que les maisons tradies. Après, en France, on est sur quoi au prix au mètre carré aujourd'hui? Bah, en France, c'est trop dur à dire parce que moi, pour accompagner des projets, dans le nord, dans le sud ou en Bretagne, Ouais, enfin un c'est peu ça. partout, J'aurais pas de. dans le sud de la France, ils arrivent encore à tenir des prix en dessous les 2 000 € de mètre carré. Ouais. Ce qui, en Bretagne, moi, je l'ai vu quand je suis arrivée en France, après le Québec, donc tu vois, en 2015, on était un petit peu en dessous les 2 000 €, mais j'étais sur un constructeur moyen haut de gamme. Ce même constructeur aujourd'hui, il est plutôt sur du 2003-2008, 100 € mètre carré. Entrée de gamme en Bretagne, tu vas être entre 2000 et 2003. Si tu arrives à passer en dessous des 2000, c'est que tu es vraiment très entrée de gamme, ou plan type potentiellement et dans le sud de la France, des projets que je vois de mes clients, tu peux être en moyen haut de gamme entre 2000 et 2005. Ça a l'air c'est un petit peu moins cher parce qu'en Bretagne, on a aussi cette habitude de construire en charpente traditionnelle. Il y a un peu de Oui. fermette, mais pas beaucoup. Je prends cet Mmh. exemple-là parce qu'il est assez, flagrant. Dans le sud, c'est beaucoup de plain-pied et c'est beaucoup de fermette de base et ça a un impact aussi sur, Dans la le manière coup. de faire. Mmh. Donc c'est trop difficile de dire, là j'ai vu, récemment un genre de simulateur, mais je trouve que les simulateurs, il y a Net. une marge d'erreur qui est bien trop grande parce Trop qu'entre grande, ouais, bien sûr. la gamme et la La gamme, tu ouais, c'est ça. choisis Je pense la région séparer au où tu Portugal, c'est construis. difficile de donner, ouais. Mais je pense que tu peux encore trouver des constructions en dessous des 2 000 Euros le mètre € carré. le mètre carré, ouais. Un peu plus facilement. Après Mmh tu mh. disais que la vie était Ouais. moins chère, donc c'est un peu un Oui, après, cercle alors vertueux dans ouais, ce sens. ouais, on va dire la vie est moins chère. Oui, non, l'électricité est très chère, elle est OK. plus chère qu'en France, le gaz aussi.
Mais prenez cet exemple-là, moins cher, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat, pour un Américain ou pour un Anglais, Mmh. ici au Portugal, est plus important que s'il restait dans son pays, en fait, on va dire entre guillemets, OK. comme ça. C'est que le pouvoir d'achat, en fait, ils ont un autre pouvoir d'achat ici au Portugal qu'ils n'auraient pas, même par rapport au coût des biens. Même au Royaume-Uni, les biens, c'est super cher. Alors quoique ici, les prix au Portugal ont augmenté aussi, mais peut-être pour, une maison, du même standing, ils vont avoir une maison beaucoup moins chère ici qu'au Royaume-Uni avec, OK. Oui, le tu as comparé soleil, avec la ces pays plage, tout ça. C'est anglo-saxons, plus mais par avec ouais, la c'est plus France, par tu as rapport à moins ces de pays. différence. Avec OK. la France, effectivement, j'ai beaucoup de clients, français qui sont étonnés, par, les prix des biens ici au Portugal. Après, c'est vrai que là, on est sur la construction, donc c'est un petit peu différent. Je pense qu'effectivement, sur les projets de construction, on peut être en dessous des prix, on va dire, achetés, des biens déjà construits. Mais, ouais, c'était plus cette comparaison de moins cher, par rapport au niveau de vie qu'ils auraient les Anglo-Saxons, dans leur pays. Ouais, il y a moins de Mais, différence entre la France et le ouais, Portugal, du coup, c'est sur ça, ouais, là-dessus. ouais, ouais, Bah, ça ouais. vient aussi du fait que j'imagine que le coût de la vie au Portugal a dû évoluer parce Ah beh, qu'avec tous les complètement. changements Ouais. qui ont été Mmh. faits et qui ont Mmh fonctionné mh. depuis, je sais pas combien de temps, parce que je suis pas l'actualité socio-économique, mais on voit que le Portugal avait fait du travail, comme en Espagne d'ailleurs, Bien la sûr. péninsule ibérique, qui travaille Mmh. beaucoup pour amener de l'économie, faire tourner l'économie et remonter, de d'où ils partaient. Et donc Bien sûr. le coût de la vie a dû augmenter. Peut-être que ta famille d'ailleurs, portugaise a vu la différence, sur les Ah beh, 5 ou 10 complètement, dernières hein, années? même sur les courses, sur tout, hein. C'est Ouais. vrai que s'il y a eu une augmentation qui a été quand même, importante. Donc est-ce qu'on peut rapidement résumer? Si on veut construire au Portugal, de toute façon on appelle Katia. Moi je vais C'est mettre ça. tous les liens en fait, c'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire ne vous lancez pas tête baissée. Il y a des Ouais, très belles opportunités, hein. Tu me disais que quand on a préparé l'épisode, tu me disais qu'il y avait des terrains, disponibles à oui, bâtir. bien Donc il y a sûr. des Ouais. choses à faire, Mmh. mais pas n'importe comment. Il faut se C'est préparer, ça. il faut, apprendre comment ça fonctionne dans le pays, potentiellement y aller aussi accessoirement, ça peut être Bien intéressant. sûr, ouais, ça peut Et être intéressant. Mmh. voilà, et toi, tu es dans Et la même région de Lisbonne. de Lisbonne, ouais, c'est ça. Mais comme je te disais, je finance dans tout le Portugal, même les îles Madère, Açores. OK. En fait, ce sont des banques qui sont nationales. Donc en fait, je peux envoyer, le dossier de financement, sur Lisbonne, mais le client, je sais pas, il achète à Porto. Pour tout l'administratif pourrait aller à Porto, mais le dossier est géré en fait à Lisbonne. C'est juste OK. que, encore une fois, vu qu'ils sont pas stressés, on choisit les agences bancaires avec lesquelles on travaille pour qu'on ait de la réactivité. Donc au lieu Oui. d'attendre un mois, voilà, on aura un tour, plus rapide. Mais c'est intéressant, c'est comme quand tu vas vivre aux États-Unis, tu prends un avocat pour t'aider C'est ça. à faire ton visa. Parce qu'en fait, Mmh mh. toi, petit Français qui, a tes certitudes, tu vas te casser le nez. Donc C'est ça. prendre un quelqu'un qui a un pied là-bas, qui connaît la culture, qui, Mmh. connaît aussi des gens. J'imagine que tu as ton Bien sûr, portefeuille, enfin complètement. Ouais. ton portefeuille, ton carnet d'adresses, Mon pardon, panel d'adresse, ouais, qui va, aider. Être patient, se faire c'est ça. accompagner. Ouais, dès le début du Dès le projet, dès qu'on début et dès sait, l'idée, ouais, en fait, parce c'est qu'on peut ça, avoir une idée et puis complètement. Mmh. pivoter aussi, hyper intéressant. Donc construire à l'étranger, c'est une aventure personnelle, mais il faut se faire Ouais. accompagner. J'étais contente que tu nous donnes cette vision de, professionnel qui accompagne. Je trouve que ça vient compléter parce que, bah, Sandra et Anna nous expliquent avec qui elles ont travaillé, mais elles avaient déjà un pied dans le pays assez, important ou un chez Ouais. enfin les 2 d'ailleurs, Sandra et Anna, c'était leur chéri qui, était originaire, donc ça facilite. Mais c'est vrai que, bah, quand on connaît pas, c'est important de travailler avec quelqu'un, sur place qui connaît, et qui, va pouvoir bien vous conseiller. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à quelqu'un qui est amoureux du Portugal ou pas, ou qui aurait envie de découvrir et peut-être, qui a envie de construire à l'étranger pour, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, alors je vais être très, c'est pas parce que je travaille dans le financement, on va dire, que je dirais ça, mais sincèrement, d'autant plus au Portugal, l'étape numéro 1, c'est vraiment, voilà, ne serait-ce que si on a une idée, même s'il y a rien de concret, qu'on n'a pas trouvé le terrain, qu'on sait pas trop encore ou qu'on hésite entre 2 endroits, c'est vraiment si on a besoin effectivement d'un prêt bancaire, c'est vraiment par là où il faut, démarrer. Notamment encore une fois, c'est un service qui est gratuit donc autant, pas s'en priver. C'est de regarder, voilà, on a l'idée qui est là, qui est en tête, on y pense de plus en plus,
on voit ce qui est possible de faire, comment le faire. Et au moins, ça nous permet de voir si c'est viable tout de suite ou si on doit entendre encore un petit peu et de préparer et de faire, on va dire, éclore la fleur, le bourgeon encore plus, mais vraiment l'étape, la première étape, voilà, on a une idée, on y pense de plus en plus, on ne sait pas trop comment faire, on fait un premier rendez-vous, on voit voilà, ce qu'ils ont envie de faire, comment le rendre possible, c'est possible tout de suite, pas tout de suite, et puis de donner les étapes à suivre une par une pour pouvoir le rendre possible le plus rapidement possible s'ils sont pressés. Non, il ne faut pas être pressé, on a dit. Qu'ils ont hâte. Même s'ils ont hâte, peut-être que ça prendra des mois, des années, mais en tout cas, savoir dans quel il faut sens prendre son temps, c'est ça. Okay, super. Donc, merci beaucoup, Katia, pour tous tes conseils. Merci à toi. C'était hyper intéressant. Je vais te renvoyer des messages pour le Portugal. Et en tout cas, c'était hyper riche. Et puis, si vous voulez contacter Katia, toutes les infos sont en description de l'épisode. Elle est un petit peu sur Instagram, mais pas trop. Mais du coup, on vous mettra ses coordonnées pour qu'elle vous réponde plus vite. Et voilà. Un grand merci, Katia. Merci à toi, Gwenola. À très vite. Puis, bel été. Et j'ai hâte de voir les podcasts qui vont arriver. Merci beaucoup. Salut. Voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère que ce voyage t'aura plu, que cette aventure de construction à l'étranger t'a permis de découvrir des choses, de t'inspirer aussi peut-être pour ton propre projet et de te montrer que réaliser son rêve, c'est possible, de construire sa maison n'importe où. Finalement, c'est aussi possible. Tu retrouves toutes les informations dont on a parlé dans l'épisode en description et je te souhaite un très bel été où que tu sois, en vacances, chez toi, en train de faire du sport, de profiter de la piscine ou de la plage. Et moi, je te retrouve dans un prochain épisode pour une autre aventure de construction à l'étranger. À très vite!